Yo tout le monde, ici l'aventurier des backrooms. Pour une fois, le volet il est ouvert en fait. Ce qui est assez rare pour le signaler. Et qu'est-ce qui se passe ? Je vais faire de la réaction à une radio. Une radio qui s'appelle Radio Campus Lorraine. Ta radio étudiante 99.6 FM à Nancy, 106.1 à Metz. Pourquoi cette radio ? Eh bien tout simplement parce que cette radio a eu une interview avec certaines personnes de la branche FR. Et je me suis dit, j'ai envie de découvrir ça. Et de préférence avec vous. Alors donc, je vais mettre le lien en description. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille de découvrir par vous-même. Et puis après, regardez un peu ma réaction. Let's go. On va donc découvrir ce qui se passe dans cette radio, dans cette interview. C'est parti. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Lorraine dans l'émission Box Culture. Vous pouvez toujours nous retrouver au 99.6 à Nancy et au 106.1 à Metz. Pierrick, tu avais des invités très spéciaux à nous présenter. Tout à fait, puisque nous sommes dans un triptyque d'émissions dédié à l'écriture collaborative. Nous recevons pour cette première émission les Backrooms France, qui aujourd'hui sont représentés par Top Fun, administrateur des Backrooms et traducteur, fondateur de la branche française, administrateur, auteur anglais, français, traducteur et ancien aussi administrateur du site anglais, Frost, modérateur, auteur, traducteur, auteur international. Merci déjà d'avoir accepté. Ah là là, non mais c'est trois personnes que je connais du coup parce que ils sont dans la branche FR. Top Fun est quelqu'un de très sympa. Je pense qu'il a moins écrit que Frost. Frost est vraiment un auteur de la branche FR. Je pense que Top Fun a dû faire des validations, a dû faire pas mal de validations et a dû faire de la traduction sans doute. Je vais lui demander quand même. Je vais demander un peu à tout ce monde qu'est-ce qu'ils ont fait pour pas dire trop de bêtises. Et cette interview. Pas de souci. Pas de rien. Ouais. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. On va vous poser beaucoup de questions pendant le temps de cette interview, qui va être, je pense, riche en informations. Juste avant de commencer, est-ce que vous souhaitez ajouter des précisions par rapport à la présentation qui vient d'être faite ? C'est parfait comme ça. Oh, super. Eh bien, parfait. On va pouvoir commencer avec la première question, qui est donc dédiée à la partie « C'est quoi les backrooms ?» Donc on va commencer par la première question. C'est quoi les backrooms ? En fait, les backrooms, de façon générale, aujourd'hui, c'est un univers créatif qui va s'adapter un peu à ce que chaque personne veut que les backrooms soient. Pour la plupart du public, les backrooms, c'est un univers de salle infinie, jaunâtre, avec des néons au-dessus, où il y a des entités bizarres dedans. On a cette image beaucoup de par des mèmes qui tournent ou par les vidéos de KinPixel. Pour nous, sur notre site, c'est de façon générale plus en plein d'univers connectés. Et chacun de ces univers est appelé un niveau. Avec le premier niveau qui est celui qu'on associe souvent au backroom avec les couloirs jaunes infinis. J'aurais une petite question pour rebondir là-dessus. Comment on tombe dans les backrooms ? Comment on arrive dans ce genre d'univers ? Tu peux expliquer le no-clip ? Tu veux le faire ou je le fais ? Ouais, je vais expliquer le no-clip. En fait, c'est une notion très simple. C'est que dans la réalité, il y a une infime chance que, à cause d'une instabilité ou quoi que ce soit, quelque chose puisse traverser le sol et tomber dans les backrooms. Donc, en général, c'est totalement aléatoire. C'est pour ça que les survivants sont les vagabonds, donc qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font ici. Et en fait, tout simplement, un jour, ils touchent un mur, ils tombent au sol et boum, d'un coup, ils sont dans les backrooms. Et ça marche aussi pour les objets. C'est pour ça qu'il y a quelques objets dans les backrooms, etc. Et ça s'appelle, dans la communauté, le no-clip, et qui est souvent utilisé pour les histoires. D'accord. En fait, en termes de référence, à l'origine, ça vient du domaine du jeu vidéo, en fait, où dans certains moteurs physiques de certains jeux, il y a des collisions qui sont pas présentes sur certains objets, et du coup, on peut passer à travers. Et en fait, voilà, c'est une notion un peu de science-fiction qui vient de cette idée-là au départ.
Ok, et ce type d'univers vient de ce phénomène-là. On l'a expliqué avec les jeux vidéo, et ça s'est... Alors, je me permets de faire une petite précision. Le no-clipping est quelque chose... C'est pour ça que j'ai un peu réagi. En fait, c'est quelque chose qui est pas si simple que ça dans les backrooms, où on sait pas trop comment les gens font pour no-clip, mais ils no-clip. Ils arrivent à traverser cette couche de réalité sans le faire exprès au début, d'une manière... voilà. Moi, personnellement, je peux no-clipper dans les backrooms... sans savoir comment j'ai fait. Et justement, pour survivre, va falloir que j'apprends cette mécanique qu'est le no-clipping, qui est quelque chose que pour nous dépasse, mais qui va permettre de traverser justement d'autres couches de réalité pour pouvoir accéder au niveau 1 ou à d'autres niveaux des backrooms. Représenté dans un univers collaboratif, créatif, que tous les auteurs utilisent pour imaginer leur histoire. C'est un peu ça l'idée. C'est ça, ouais. D'accord. Et ok. surtout, le no-clip permet aussi de relier les niveaux entre eux. Soit il y a des sorties, donc par exemple une simple porte, soit on peut no-clip à travers un mur ou un paysage par exemple et atterrir dans un autre niveau. Ah, c'est à d'accord. l'autre de décider. Dans ce genre d'univers, on peut quand même en sortir, on n'est pas bloqué une fois qu'on atterrit dedans. Si, mais Ouais, tu quand peux même. sortir du niveau en no-clippant, D'accord. d'une manière ou d'une autre. En fait, pour expliquer le jargon qu'on emploie, ce qu'on entend par niveau, en fait, c'est globalement un ensemble du coup de salles. Certains niveaux sont infinis, d'autres le sont pas. Et en gros, l'idée c'est que chaque niveau en fait a des propriétés qui lui sont propres et une ambiance qui lui est propre. Et par exemple, dans la façon dont on écrit, en fait, on va avoir un article par niveau. Essentiellement, c'est ça l'idée. La façon la plus facile de s'y représenter quand on connaît pas bien l'univers, c'est de voir les backrooms de façon générale comme un multivers. Et Un chaque multivers. niveau est son propre univers, qui vont être connectés les uns avec les autres. Ah, très intéressant. Voilà. Pour immerger les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous avez en tête une backroom qui est plutôt connue ou qui pourrait bien expliquer comment fonctionne ce type d'univers ou de multivers partagé? Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Là, c'est le niveau 0, hein, celui que tout le monde connaît. Ok, le niveau 0, ça représente quoi? Donc le niveau 0, juste pour aller directement dans la page, c'est un ensemble infini, non linéaire, et qui est une sorte de bureau mal organisé, mal construit, avec des néons jaunes au-dessus, un bourdonnement plutôt, toujours présent, et avec les murs, avec une teinte jaune. Et en général, il n'y a rien. Le sol, c'est de la mousse, etc. Et on marche dessus jusqu'à essayer de trouver une sortie ou quoi que ce soit, ou de la nourriture, ou quoi que ce soit. Et en général, c'est ce qu'on appelle le niveau tutoriel des backrooms. Et dans l'univers des backrooms, c'est la majorité de pourcents de chances que quand on no-clip, on atterrit en fait dans ce niveau-là. Et c'est un peu comme de la sélection naturelle, où si un vagabond est assez fort et qu'il a de la chance, il va réussir à atteindre d'autres niveaux et à sortir de ce niveau-là. Ok. Je me permets donc du coup de réagir un petit peu à ça. Tu as bien raison en parlant de multivers. C'est vrai que c'est assez compliqué de finalement bien représenter ça à des personnes qui ne connaissent pas l'univers, mais en fait les niveaux sont reliés entre eux par le canal bleu. Le canal bleu qui est un endroit où est-ce qu'on peut voir les différents niveaux des backrooms, comme ça, en l'air, circuler. Et finalement, on observe tout ça, on voit des choses, on voit des niveaux. Les niveaux, ils sont interconnectés de par l'intérieur du canal bleu, qui est lui-même un niveau énigmatique. Et on sait pas trop les connexions qui se font. C'est vrai que ça reste beaucoup à interprétation, où finalement, des niveaux peuvent se croiser pour créer des sorties, ou des points de no-clipping. Le plus connu étant le niveau 11, qui a une zone de sortie tout juste abominable. La page de sortie du niveau 11. Je pense que véritablement, pour avoir fait la vidéo sur le niveau 11, le point de sortie est plus long que la description du niveau, ce qui est invraisemblable. Pour ma part, je me permets de reprendre un peu la main. Vous allez voir, je vais faire les questions chiantes. Parce que là, on vient de parler donc d'histoire, etc. On va poser l'autre versant des backrooms. C'est quoi les backrooms? Mais là, cette fois-ci, au terme, on va dire, plus institutionnel. On va commencer par la première chose. C'est né quand et comment?
Alors c'est né en 2019, je sais plus quel mois précisément, quand ça vient de 4chan. Sur la partie paranormale du site, il y a des gens qui partageaient des images de lieux étranges. Et il y a un des utilisateurs du site qui a repris une de ces images en écrivant une toute petite histoire qui allait avec, qui constituait de juste 5 ou 6 lignes. Et c'est tout simplement parti de là en fait. Et l'image en question, c'est l'image du niveau 0, donc celle qui vient généralement en tête avec tout l'espace jaune. Et l'histoire en question qu'on peut trouver sur à peu près tous les sites qui parlent des backrooms, qui prévient juste des dangers du no-clip, qu'on peut arriver dans cet espace qui est complètement infini. Je l'ai sous les yeux si vous voulez que je le lise. Avec plaisir. Alors, c'est juste un petit texte au-dessus, et c'est l'original, celui qui a été écrit par celui qui a posté l'image. Si vous ne prenez pas garde et que vous no-clippez hors de la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que la puanteur de la moquette humide, la folie du mono jaune, le bruit ambiant incessant des lumières fluorescentes au maximum de leur bourdonnement. Et environ 600 millions de kilomètres carrés de pièces vides segmentées de façon aléatoire dans lesquelles s'y perdre. Que Dieu vous garde si vous entendez quelque chose errer dans les parages, car il vous a certainement entendu. Merci beaucoup pour cette présentation. On va continuer sur ce thème-là. Puisque vous l'avez abordé, donc c'est sur 4chan, un forum. Alors pour nos auditeurs qui ne connaissent pas 4chan, c'est un forum anglais, même plutôt américain. Donc ça a une notion internationale. Oui, complètement. Depuis le départ, ça a une notion internationale et communautaire, parce que dès que cette histoire a été postée, dans les commentaires, on a eu directement d'autres personnes qui ont ajouté du contenu là-dessus. Et à partir de là, très rapidement, c'est parti sur Reddit, où des communautés ont commencé à se créer. Et depuis le départ, c'est quelque chose qui est international, qui est décentralisé, et qui est complètement communautaire. En fait, souvent, ce genre de phénomène culturel, c'est des phénomènes qui évoluent d'une manière, qui commencent avec un point de départ, mais qui très rapidement évoluent d'une manière très organique, avec finalement des embranchements et des auteurs qui ajoutent des choses à l'univers en fonction de ce qui, eux, les intéresse. Ça ressemble pas mal au niveau de l'histoire, la façon dont la fondation SCP est apparue à l'époque. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler aussi. Alors tout à fait, mais normalement on va les recevoir en deuxième émission, mais effectivement il y a des chances qu'il y ait des parallèles qui vont être faits, puisque notamment, du coup on va tout de suite l'aborder, il y a une rumeur qui dit que les backrooms sont nés justement des SCP. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est pas entièrement vrai. Ce qui s'est passé, c'est que donc les gens sont partis sur Reddit, de là ils ont commencé à faire juste des petits niveaux comme ça, sans vraiment les sauvegarder ni rien. De là, un groupe a commencé à se créer et à aller d'abord sur Fandom, qui est un site pour créer des wikis, mais qui est quelque chose qui ne permet pas d'avoir de système de contrôle de qualité, ou qui permet difficilement d'empêcher n'importe qui de venir et de modifier les pages. Donc ça a été un grand n'importe quoi. Mais les personnes qui étaient à l'origine de ça se sont dit à la base, qu'est-ce que ce serait si on avait un organisme comme la Fondation dans les backrooms. Et donc l'idée vient de là à la base, ça c'était en 2020, et ça s'est développé pendant tout 2020 comme ça, et c'est après, vers 2021, où il y a eu un contre-pied de la part des auteurs qui voulaient faire autre chose en fait, et pas être juste du SCP dans les backrooms. Du coup ça fait depuis fin 2020, début 2021, où les auteurs sont en train de déconstruire un peu ce qui a été fait à ce niveau-là, et pour donner une sensation plus de groupe de survivants qui essayent de se débrouiller avec du bric et du broc, plutôt qu'un grand organisme qui contrôle le monde.
Jimmy, je suppose que tu veux expliquer le terme de Fondation SCP. Exactement. Pour les auditeurs qui nous écoutent, on vient de faire une référence à la Fondation SCP, qui est une deuxième œuvre collaborative qu'on va expliquer dans notre triptyque d'émissions. Tout simplement pour réexpliquer et faire le lien avec les backrooms, la Fondation SCP signifie une méga corporation qui stocke, essaye de confiner, de mettre de côté des phénomènes paranormaux, extraterrestres ou même des choses très très variées. Donc les backrooms, qui sont un phénomène paranormaux d'œuvres collaboratives, peuvent rentrer dans une autre œuvre collaborative comme l'œuvre qu'est la Fondation SCP. Donc il y a souvent des références qui se font à gauche à droite, et c'était pour expliquer, pour pas qu'on mélange les pinceaux, qu'on aura effectivement des invités de ce type d'œuvres collaboratives qui viendront dans d'autres émissions. Et d'ailleurs, je tiens à ajouter que la Fondation SCP est très certainement l'œuvre collaborative la plus connue et peut-être la plus ancienne sur le web. Il y a peut-être avant ça, d'un coup dessus, on n'est pas forcément très bien renseigné, mais en tout cas, c'est celle qui a eu le plus gros succès actuellement. C'est la plus ancienne encore en vie. Il y a quelques précurseurs, mais qui sont morts. Alors moi on a abordé plusieurs fois le terme, mais on va le décliner en deux questions. Déjà, est-ce que vous décrivez, quel est le terme qui définirait le mieux là-dessus, les backrooms? Est-ce que c'est une œuvre collaborative, une œuvre communautaire, une œuvre collective? Vous le définiriez comment? Je dirais collective. Parce que, en fait, à partir du moment où on est arrivé on est passé de Reddit à Fandom, il y a les communautés qui ont commencé à se multiplier et à se scinder. Et aujourd'hui, on a 3 wikis principaux qui cohabitent et qui créent leur propre version des backrooms. Là où SCP, quand ils ont commencé à devenir plus gros, c'était qu'un seul organisme. Au fil du temps, il y a eu des petits organismes secondaires qui sont créés et qui ont branché de SCP. Mais nous, dès la fondation, en fait, on a déjà eu ces groupes qui ont existé et maintenant qui interagissent les uns avec les autres. Alors, la question qui va suivre, et qui est dans le prolongement, une œuvre collective. J'aurais bien aimé que tu me dises les 3 wikis. Savoir si, en fait, parce qu'on accepte facilement le fandom comme étant un wiki, le Wikidot comme étant un wiki, et Liminal Archive étant plus abstrait, on va dire, un peu plus en retrait par rapport aux autres, on a un peu cette vision compliquée de se définir si c'est vraiment un Wikidot, au moins un wiki aussi... En fait, vu que le Liminal Archive veut être juste un groupe de potes dans leur coin, ils ont à un moment donné eu une grosse mise en avant par le youtubeur Ferrant, qui du coup s'est désolidarisé des backrooms, qui par la suite a fait moins de vidéos sur ce lore, et que s'est un peu dit ouais, on préfère mieux être dans notre coin, on préfère mieux être des mecs qui écrivons notre œuvre de friction dans notre coin, œuvre de friction, de fiction dans notre coin, et pas trop un groupe aussi connu que le Wikidot ou le Fandom. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on parle des différents wikis, Liminal Archive n'est pas aussi connu que ça. Je pense que vraisemblablement on peut le considérer comme un 3e wiki. Ah, peut-être qu'il parlait de CanPixel. Non, je crois qu'il parlait d'œuvres. Compliqué. Donc si tu passes sur cette vidéo, dis-moi en commentaire, aide-moi. Dis-moi ce que tu faisais allusion, si c'était à Liminal Archive ou si c'était à CanPixel. Et sur ce, on peut continuer. C'est quelque chose auquel on va tous pouvoir ajouter notre pierre à l'édifice. C'est quelque chose aussi qui va être fondamentalement décentralisé. C'est-à-dire que là, n'importe quel youtubeur, c'est ce qui est arrivé avec InPixel, n'importe quel youtubeur peut venir créer du contenu backroom, et pour la majorité des gens, ça va faire partie de ce que sont les backrooms. Après, nous, on a notre propre wiki avec notre propre histoire, et du coup, ce qui fait partie de l'histoire pour nous, c'est pas ce qui va être dans le contenu de certains youtubeurs, mais il n'empêche que pour la majorité des gens, oui, ça en fait partie. C'est ça, c'est la façon dont je le présenterai, je vais paraphraser un peu,
mais c'est qu'il y a un concept d'origine des backrooms, c'était vraiment l'idée des salles infinies vides avec une ambiance un peu pesante. Et à partir de là, chacun va faire de son côté muter le concept, et il y a des communautés qui vont se créer autour finalement des variantes de ce concept-là. Et dans l'idée, c'est que dans chaque communauté, il y a un canon, c'est-à-dire un ensemble de concepts de base propres à la communauté qui définissent globalement le minimum vital de ce qu'on a le droit d'écrire, de ce qu'on ne doit pas écrire. Mais à partir de là, chacun finalement va se faire une idée de ce que lui a envie d'ajouter comme histoire autour du canon de la communauté. Je me permets de rebondir, tu parles de canon. Quand tu dis canon, tu as expliqué que c'était du coup ce qui était possible ou impossible de faire. Est-ce qu'il y a une hiérarchie des histoires ? Quand on signifie canon d'histoire, c'est plutôt on respecte une ligne chronologique. Est-ce que ça existe chez vous ? Ou on est libre et chaque histoire est un univers alternatif ou une multi-réalité qui puisse exister ? Comment ça fonctionne ? En fait, oui, vas-y. En fait, ça se joue à deux niveaux. En fait, je dirais que le canon, c'est pas forcément quelque chose qui est fixé de façon très rigide, en tout cas dans notre communauté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des concepts de base. Par exemple, le concept du no-clip, la façon globale dont sont connectés les niveaux entre eux et dont sont structurés les backrooms, la quantité de survivants qu'il y a au sein des backrooms, les groupes qui sont présents, etc. Mais en fait, à partir de là aussi, chaque personne peut développer ce que dans la communauté on appelle son canon fluide. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, il va y avoir en fait des sous-groupes au sein de la communauté qui vont considérer que tel article écrit par telle personne n'est pas canon, ou alors est canon parce que voilà, ça a beaucoup d'influence sur la façon dont fonctionne finalement l'histoire qu'on essaie de construire. Donc en fait, il y a quand même une certaine multiplicité des points de vue, même au sein d'une communauté, d'une certaine vision des backrooms. Je vais faire un parallèle qui peut-être va choquer certains de nos auditeurs. Est-ce que vous considérez que quelque part vous inscrivez dans la suite des auteurs des années 30, c'est-à-dire comme Lovecraft, c'est-à-dire à écrire des nouvelles dans des alors ce que faisait Lovecraft à l'époque, c'est-à-dire écrire des nouvelles à la fin des journaux, ou je crois qu'il y avait George Howard aussi qui faisait ça. Ils écrivaient des petits journaux à la fin des petites nouvelles à la fin des journaux. Est-ce que vous vous inscrivez en quelque sorte là-dedans ? Alors, je sais pas si on a cette prétention, mais... mais c'est en vrai, c'est un peu littéralement ça, où il y a une grosse histoire, et dans cette grosse histoire, quand on zoome, il y a une petite histoire, et une encore plus petite histoire. Par exemple, on prend l'exemple du niveau 0, il s'est passé des milliers d'histoires dans ce niveau, et peut-être qu'à un moment donné, par exemple, comme ferait un youtubeur, il va se zoomer sur l'histoire d'un seul vagabond, et... dans cette histoire, il y aura un moment dans son histoire où en fait il va avoir une relation avec l'histoire d'un autre vagabond ou d'une autre entité. Et c'est plein de petites choses comme ça où en fait c'est des nouvelles dans des nouvelles qui sont tous en relation et ça fait un gros multivers. Après, ouais, au niveau des ambitions et tout, je dirais pas qu'on est forcément dans l'héritage de Lovecraft. Par contre, ça fait partie des premiers auteurs qui ont encouragé les gens à faire de l'écriture collaborative. Et la mort de Lovecraft a vu l'apparition de plusieurs clubs et de personnes qui ont repris son travail et qui ont signé des nouvelles à son nom. Donc on a des nouvelles de Lovecraft qui sont apparues après sa mort. Et du coup, d'une certaine façon, je ne sais pas si sans les initiatives de cet homme, on aurait eu les communautés en ligne qu'on a aujourd'hui. Ça marche comment en termes de droits d'auteur ? Parce que vous êtes nombreux à écrire, vous êtes aussi à l'international. Comme on l'a dit, il y a des auteurs en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, un peu partout. Ça marche comment pour, on va dire, en termes de droits d'auteur ? Donc on a une licence qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le Creative Commons, qui sont des licences internationales. Celle de notre site et celle sous laquelle sont publiés la plupart de nos articles, c'est CC by SA 3.0. Donc en fait, ce qu'elle permet de faire, c'est que n'importe qui peut reprendre le travail des autres, le modifier, le réutiliser et le republier. Ça peut inclure le republier d'une façon qui va permettre de gagner de l'argent. Par exemple, quelqu'un peut prendre nos articles, les mettre dans un livre et vendre ce livre. Par contre, il faut toujours fournir en crédit à l'auteur
et pouvoir forcer, mettre des liens vers l'original. C'est ce que j'allais dire. Parce que j'en ai déjà parlé en fait. Moi j'ai des projets en lien avec les backrooms et tout. Et j'ai eu cette question plus d'une fois avec Ross. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut sourcer les articles. Il faut sourcer les articles des backrooms. Plus ou moins c'est comme ça que ça se passe. Faut pouvoir remettre un lien vers le Wikidot si j'utilise le Wikidot. Je pense que c'est pareil pour Fandom et Liminal Archive. Faudrait que je demande. Mais du moins, j'ai jamais vraiment trop eu de problème de droit d'auteur vis-à-vis de ces personnes-là. Mais il faut mettre oui, un lien vers l'article si on veut utiliser les backrooms, les bankrooms, comme diraient mes collègues. Comment vous êtes venu à vous intéresser à ce genre d'histoire et quelle décision avez-vous pris du coup pour vous investir dedans? Ça vient d'où, cette passion pour les œuvres collaboratives? SCP. Qui commence? Vas-y. Ok. Alors, moi, je suis le plus jeune de tous. Et moi, quand j'étais assez jeune, donc quand j'ai commencé à traîner sur Internet, j'étais déjà féru de tout ce qui était horreur, etc. Mais aussi de littérature et plein de trucs un peu mystiques, etc. Et la première chose qui m'est apparue à l'œil, c'est la Fondation SCP. Je passais des heures à lire des articles, je passais des heures à jouer à des jeux, etc., etc. J'étais assez basique et ça m'a donné une culture littéraire sur l'horreur, etc. Et ça m'a permis de rentrer vraiment dans ce trou qui est l'horreur d'écriture, par exemple Lovecraft, etc. Et ensuite, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment d'écrire pour SCP? J'avais déjà écrit pour des RP, pour des tests, pour m'amuser, etc. Mais j'étais jamais allé au moment où je me suis dit, vas-y, je vais écrire de manière officielle. Le problème, et c'est pas vraiment un problème, mais c'est une conséquence, c'est qu'en fait, SCP, c'est devenu très grand, et donc c'est devenu très sélectif. Et donc, un jeune qui vient avec une culture artistique assez un peu plus développée que la normale, mais sans plus, et avec un talent d'écrivain pas incroyable, il va avoir du mal à se démarquer et à faire une histoire intéressante. Et surtout, au niveau du passage dans le site, parce qu'ils vont pas laisser n'importe quoi être sur le site. Donc ça fait que ça devient très très sélectif. Et je me suis dit, je vais laisser ça de côté. Et à un moment donné, il y a les backrooms qui sont apparus. C'est un peu après ma tentative, les backrooms sont apparus. Et encore une fois, je suis tombé dedans, j'ai commencé à lire, etc. Et à un moment donné, je vois quoi? Je vois que en fait le wiki SCP, il est aussi en français, et qu'en plus de ça, il y a un Discord. Et aussi, je l'avais découvert grâce à Feldup, parce que le Discord, j'ai pas directement osé y aller. Et comme beaucoup, genre je dirais 70% des personnes de la communauté viennent de la première vidéo de Feldup, où il a fait une présentation des backrooms, et Feldup, c'est un goat, quoi, donc ça a ramené plein de gens, et j'ai pris la peine de rejoindre le Discord, et j'ai vu que plein de gens s'y intéressaient, etc. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, la communauté est en train de grandir, j'ai envie d'être dans ce genre de communauté, SCP c'est déjà devenu énorme, donc autant rentrer dans les backrooms au moment de son prime, on va dire. Et donc j'ai commencé à écrire, et bien sûr mes premiers écrits étaient pas foufou, et à un moment donné j'ai décidé de faire un projet qui m'a pris environ 1 an, et ça a été mon premier écrit pour les backrooms. Et après je suis passé staff, et puis voilà, et j'ai fait ma vie. J'enchaîne juste pour définir qui est Feldup pour les personnes qui ne connaîtraient pas, comme tu viens de le citer. Feldup, c'est un youtubeur vidéaste plutôt, on pourrait même le dire, parce qu'il est sur plusieurs médias, qui lui-même raconte ce genre d'histoire un peu dans le style, alors pour faire comprendre aux auditeurs avec une référence qu'ils peuvent connaître, si on parle de Squeezie et des traits d'horreur, Feldup raconte aussi des univers un peu pas forcément le même ton, mais dans la même veine, et explique ce genre d'œuvre collaborative, explique aussi des creepypastas, des histoires un peu horrifiques, et du coup c'est l'un des vidéastes qui peut mettre en avant ce genre d'histoire un peu plus connue. Voilà. Je vous laisse répondre, vous deux aussi, à la même question. Bon, on va dire que c'est à moi. En ce qui me concerne, je fais
partie des gens assez âgés dans la communauté, étant donné que j'approche de la trentaine, donc je suis sur Internet depuis un peu plus longtemps. Moi, au départ, mon goût pour ce genre d'univers un peu étrange, en fait, vient plutôt, remonte à assez longtemps. Et en fait, finalement, j'étais déjà au courant de l'existence de la fondation SCP aux alentours de 2012-2013, où finalement, c'était vraiment quelque chose dont on commençait à parler. Mais qui restait quand même un peu quelque chose d'indé, d'obscur du fond des internets. Et en fait, plus tard aussi, je me suis intéressé à d'autres choses en termes de ce qu'on pourrait qualifier d'unfiction, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est les séries, les web-séries autour par exemple du Slenderman ou ce genre un peu de légende urbaine des internets. Et au final, la façon dont je suis entré en contact avec l'univers des backrooms, en fait, au départ, moi, j'ai été tombé là-dessus. Et en fait, comme beaucoup de gens, aux alentours de 2019-2020, je prenais juste ça pour finalement une espèce de creepypasta, un genre de mème de Reddit. Et en fait, il m'a fallu la vidéo de Feldup pour découvrir que c'était un univers qui s'apparentait plutôt justement dans la structure et dans l'écriture à quelque chose comme SCP. Donc à partir de là, j'ai assez rapidement rejoint le Discord d'écriture de la communauté et finalement, au départ, je suis venu surtout dans une démarche pour apporter ma pierre à l'édifice, faire de l'écriture, faire de la traduction. Mais je dirais que ce qui m'a fait surtout rester, c'est que je pense y avoir trouvé une commu assez, qui moi dans laquelle j'ai tissé des liens, dans laquelle aussi je suis du coup en devenant staff, j'ai acquis une certaine une certaine position au sein de cette commune là. Donc finalement à l'heure actuelle j'ai beaucoup de projets d'écriture au sein des backrooms, mais j'ai pas encore énormément écrit. Ce qui a fait par exemple qu'à l'époque, je pense que ça va faire écho à ce que disait Frost, mais effectivement j'avais songé à rejoindre aussi SCP à l'époque. Ce qui je l'ai pas fait, c'est effectivement que c'était un univers énormément avec beaucoup de prérequis en fait, très très dense. Là où je trouve qu'effectivement c'est plus facile d'écrire au sein des backrooms, et moi c'est aussi pas mal ce qui m'a parlé, étant donné que j'y accorde du temps, mais je suis pas forcément tant que ça intéressé par le fait de devoir étudier pendant des jours et des jours un univers pour pouvoir commencer à écrire dedans, en gros. Et pour moi, du coup, il y a à peu près 10 ans, j'ai découvert SCP et j'ai été directement intéressé. Et en fait, le moment où j'avais décroché il y a quelques années, c'est quand j'avais lu tous les articles qu'il y avait à l'époque, parce que justement, il y a 10 ans, c'était encore possible de lire l'entièreté du site. Là maintenant, en commençant, ça mettrait des années. Mais et du coup, pendant presque 10 ans, je suis pas trop intéressé à ça ou à l'écriture collaborative. J'écrivais un petit peu juste avec mes potes sur un serveur. Il y a peut-être 3 ans, j'ai essayé de voir pour écrire pour la branche française de SCP. Mais en fait, j'ai été... moi, c'était même pas un problème de... le lore était grand et tout ça. C'était plus que j'ai été assez intimidé par les personnes qui étaient là-bas, pas dans le sens où ils sont méchants, mais dans le sens où, en étant plus jeune, j'étais assez en mode waouh, c'est les auteurs des trucs que j'adore, etc. Et il y avait cette sensation que j'avais pas ma place là-dedans. Et du coup, j'ai découvert les backrooms de par 2 vidéos en début 2021. Je dis pas de conneries. Et début 2021. Et de là, une de ces vidéos avait le lien du wiki dans la description. Et c'est là, en arrivant, où j'ai vu que en wiki, qu'il y a une structure un peu à la SCP, où on peut écrire avec des gens, mais qui est pas encore trop gros pour avoir cette sensation un peu de behemoth. Et du coup, j'ai rejoint à ce moment-là. Et à cette époque-là, il y avait que la branche anglaise, donc l'origine du truc, et la branche russe.
Et c'est au bout de 5-6 mois dans la communauté où je me suis dit, on va créer la branche française. Et de là, c'est parti. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que je suis resté vraiment tout seul pendant un bon moment, jusqu'au jour où Feldup sort sa vidéo. Et là, d'un coup, il y a une arrivée de nouveaux utilisateurs, presque par centaines, en fait. Et c'est de là que la branche française est vraiment apparue. Alors, je vais rebondir parce que vous avez abordé de nombreux postes. On va découper la question en deux parties. C'est quoi les différents postes qu'on peut occuper? Admettons, je veux m'investir dans les backrooms. Quels sont les différents postes que je peux occuper? Et est-ce que vous êtes bénévole ou est-ce qu'il peut y avoir des rémunérations? Il y a pas... Ouais, pour les rémunérations, vas-y, réponds. Il y a pas de rémunération, ça c'est sûr. En fait, on n'a pas de structure légale. Donc voilà, il n'y a pas moyen de récupérer de l'argent, de le distribuer et tout. Et moi personnellement, je me sentirais pas de gérer une trésorerie et de gérer une association. En tout cas, pas en l'état. Après, pour s'investir dans la communauté, il y a en fait 3 façons qui sont assez simples. Ça va être écrire, traduire ou rentrer dans le staff. Et après, dans le staff... Je rajoute une 4e. Vas-y. Critiquer aussi. Parce Oui. que on a un système qu'on expliquera peut-être plus tard, qui est un peu complexe. Ça va venir. Mais tout simplement, la personne, elle peut critiquer les offres. Et techniquement, les critiques font partie du staff, même si c'est une fonction un peu spécifique. Il y a des communicants? Comment ça, des communicants? Je sais pas, des gens qui, admettons, on en reviendra plus tard, mais si vous avez d'autres réseaux, des gens qui postent sur les réseaux, qui partagent, qui font du travail de communication en fait. Non, on n'a pas encore de réseau en dehors de notre Discord parce qu'on n'est pas. On en a discuté il y a un moment déjà et c'est juste qu'on n'est pas encore assez gros pour que ce soit vraiment intéressant à faire. Sur le site anglais, il y en avait et j'étais responsable du Twitter. Mais même là, à ce moment-là, sur le truc qui était anglais international, il y avait très peu d'engagement de la communauté. Donc ici, sur le français, où on doit être 600 utilisateurs, c'est pas la peine pour l'instant. Mais du coup, quand les personnes rentrent dans le staff, après il y a un système d'échelon qui est assez simple avec staff junior qui est une position d'essai pour voir si la personne colle au poste et modérateur et administrateur. Mais après on a différentes équipes dans le staff qui vont s'occuper des différentes tâches liées à la communauté. Et ça va être un peu tout, du disciplinaire à la communication internationale avec les autres branches. Et on n'a pas un système de staff qui est très strict et très cloisonné. C'est-à-dire que pour les différentes équipes, n'importe qui peut rejoindre ou quitter une équipe à n'importe quel moment. Et c'est juste pour avoir une méthode de travail efficace et se dire là il y a ça à faire dans cette partie du site, plutôt que vraiment dire toi t'es le responsable de ça. Et bien. Donc comme finalement si vous me permettez, le thème avait été lâché je crois par Top Fun tout à l'heure, tout est organique d'une certaine manière. Ok. Oui, globalement, de toute façon, je pense qu'on est dans une communauté qui est un peu à l'image d'ailleurs de pas mal d'autres communautés du genre sur Internet, c'est-à-dire avec une structure légale assez peu, enfin, en l'occurrence inexistante, mais en général d'ailleurs, même dans d'autres communautés, généralement très faible, voire inexistante. Et par ailleurs, avec pas mal d'horizontalité au niveau de la prise de décision, c'est-à-dire que la façon dont on fonctionne, par exemple, dans la branche française, c'est que dès lors que quelqu'un rejoint le staff, en fait, il obtient automatiquement un vote pour toutes les décisions qui concernent la direction que va prendre le serveur, vis-à-vis de tout un tas de choses qui sont liées à l'administration, par exemple. Et même de façon générale, il y a moyen de faire énormément bouger les choses, que ce soit du côté anglais ou nous français, juste en étant actif et en voulant faire changer les choses. Juste quelqu'un, même qui va pas être dans le staff et qui va demander s'il y a moyen d'aider pour faire certains trucs, il y a toujours des choses à faire. Et moi c'est comme ça que je suis rentré dans le staff anglais il y a 1 an et quelques maintenant, où j'étais pas dans le staff et j'ai dit là c'était le bordel dans la section de gestion des nouveaux drafts, et avec un autre utilisateur qui était pas staff non plus, on l'a réorganisé et voilà quoi. Donc c'est vraiment
les personnes qui sont volontaires et qui font des choses vont faire avancer la communauté, qu'elles soient staff ou non. Ok, merci pour cette réponse très détaillée. On vient de finir quasiment et de résumer l'intégralité des backrooms, son fonctionnement et en tout cas qu'est-ce que ça signifie. Cette partie est finie. On va enchaîner sur la partie créatif, reposer quelques questions plus spécifiques sur le système de création et comment ça fonctionne. Mais juste avant, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après. Et on est toujours sur Box Culture et dans cette émission très spécifique, très particulière qui parle toujours des backrooms, on est encore accompagné de Pierrick, mon fidèle acolyte, et des 3 intervenants du jour qui sont venus parler de leurs œuvres collaboratives qui sont top fun. Et Monsieur Frost, cette fois-ci on va embrayer sur la partie créative. On avait vu avant juste qu'est-ce que signifiaient les backrooms, leur histoire et la façon dont on pouvait s'organiser. Maintenant on va expliquer l'aspect créatif, rentrer plus spécifiquement dedans. Et du coup comprendre comment une œuvre collaborative est mise en fonction, est mise en place. Pour resituer par rapport à nos auditeurs qui ont pu mal écouter ou qui sont venus en plein milieu de l'émission, une œuvre collaborative, en tout cas par rapport au backroom, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale, et si oui laquelle, ou une ligne de création à suivre? Des règles très précises à mettre en avant par exemple. Hop a déjà mentionné le canon qui va être un peu une ligne éditoriale mais assez fine, mais sinon non, tant que ça reste dans un contexte qui correspond au backroom. Alors justement, c'est un peu la suite. Est-ce que, par exemple, admettons, je suis jeune auteur, je veux écrire. Est-ce que vous restez vraiment dans une ambiance et des thèmes, on va dire, horrifiques, occultes, ou est-ce que par exemple je peux demain écrire une backroom, je sais pas, complètement humoristique, un vaudeville dans les backrooms ou ce genre de choses? Oui, en fait, on peut complètement faire d'autres styles que l'horreur, et d'ailleurs, il y a très peu de nos articles qui sont de l'horreur. Ça, c'est aussi un truc qu'il faut dire. Mais c'est vrai que c'est important de le dire. Beaucoup de personnes associent les backrooms à l'horreur. Et c'est pas toujours le cas en fait. Quand je lis les articles, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas vraiment grand chose d'horrifique. Peut-être les premiers articles étaient vraiment plus tournés vers l'horreur. Je pense notamment à niveau 6, niveau 3, niveau 7, niveau 8, niveau 9, et tout ça. Et puis après, quand tu arrives par exemple niveau 11, c'est toute autre ambiance, tu vois. C'est 2 salles, 2 ambiances. C'est pas du tout les mêmes types d'univers. Et en fait, c'est peut-être le niveau de difficulté qui va te donner plus ou moins l'indication. Mais il y a des niveaux qui se basent un peu plus sur le mystère que l'horreur, qui parfois vont peut-être raconter une tranche de vie. Je me souviens du 44 FR que j'avais présenté à l'occasion, où en fait ça racontait l'histoire de personnes qui durant la Deuxième Guerre mondiale, je ne dis pas de bêtises, faudrait que je demande, à n'occuper dans les backrooms et finalement réorganiser sa vie dans les backrooms, quoi. Tout simplement parce que c'est un style qui est très dur à écrire, et quand on est une communauté qui est constituée principalement de jeunes auteurs, c'est dur de faire de l'horreur et qu'il soit pas ridicule en fait. Du coup, on va avoir beaucoup d'articles qui vont être plus inquiétants plutôt que vraiment de centrer sur de l'horreur. Occulte, mais on a occulte, ouais. Mais on a des articles humoristiques. On a une section humoristique sur le site, mais c'est possible. Il y a quelques-uns d'articles qui sont des articles qui font vraiment partie intégrante du lore et qui ont des thèmes décalés ou qui sont humoristiques. Par exemple, il y a une entité. Donc les entités sont les créatures qu'on peut croiser dans les backrooms, qui est un cheval qui a un champ de force autour de lui, donc personne ne peut l'approcher. Mais ce cheval est en dépression parce que personne ne peut l'approcher et il n'arrive pas à avoir du contact social. Et c'est un thème qui est... La Grande Dépression. J'ai eu très très peur de savoir ce qu'allait sortir, parce que je connais plus ou moins les articles décalés des backrooms. Il y a des articles qui sont très très bons malgré le fait qu'ils soient décalés, par contre, ça il faut que je le dise. Mais il y a des choses qui sont croustillants et que je vais vous présenter à l'occasion.
Et que ce n'est même pas des articles blagues, quoi, en fait. C'est vraiment des vrais articles sérieux qu'on va voir. Alors, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et on va continuer. Qui est peint d'une façon assez intéressante dans l'article, en prenant un sujet qui est complètement décalé. Et on a beaucoup de... En fait, on utilise le fait qu'on soit dans un univers complètement extraordinaire pour pouvoir avoir ce genre de thème. Et surtout aussi, l'horreur, c'est pas quelque chose qui est l'essence même des backrooms. L'essence même des backrooms, c'est que ça soit inquiétant et un peu paranormal. Mais par exemple, il y a de très bons articles qui ont été très bien reçus par la communauté, où en fait c'est plutôt le calme et la solitude dans les backrooms qui sont mis en avant. Et là, à ce moment-là, c'est pas horrifique, mais ça aborde un thème dans le contexte des backrooms. Et par exemple, si on va aller dans quelque chose d'encore plus extraordinaire, quelqu'un peut très bien faire de la fantaisie dans les backrooms, tant que c'est bien écrit et crédible, ça passe totalement. L'horreur n'est pas le point central, et en majorité du temps, quand il y a des gens qui se font refuser des articles dans la communauté, c'est parce que, par exemple, ils essayent de faire de l'horreur beaucoup trop graphique ou mal foutu, quoi. Genre quelqu'un qui vient avec un hôpital et en fait il y a des cadavres partout, il y a du sang partout, etc. Mais ça raconte rien, ça fait passer aucune émotion. Il y a rien de très appréciable dans ce genre d'œuvre. Oui, j'aurais deux choses à rajouter par rapport à ça. Au niveau des thématiques qu'on peut aborder, quelque chose qui est aussi assez récurrent, c'est tout ce qui est lié, par exemple, ça peut être aussi des thématiques des fois qui sont liées à la mélancolie, à l'angoisse existentielle, des fois aussi éventuellement aux troubles psychologiques. En fait, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut aborder dans cet univers-là à partir du moment où on fait quelque chose qui est de l'ordre qui au niveau du ressenti en fait correspond à un peu l'ambiance de base des backrooms. Je voudrais, je voulais rajouter quelque chose d'autre, mais ça m'est sorti de la tête. Peut-être que ça me reviendra. Il n'y a pas de souci, je remercie Monsieur Frost pour m'avoir tendu une perche, puisque en l'occurrence, on aimerait savoir. Alors, c'est vrai que, admettons, je ne connais pas les œuvres collaboratives. Comment vous faites pour vous coordonner de sorte à pas détruire, notamment quand on a mentionné le fait de potentiellement interagir avec l'histoire d'un autre, comment vous faites pour, on va dire, garder une certaine ligne, et surtout pour pas détruire l'œuvre de quelqu'un d'autre potentiellement? Parce que je pourrais par exemple créer une backroom qui interagit avec une autre et qui détruit totalement les règles de l'autre. Donc, comment vous faites? Justement, c'est précisément le point où je voulais en venir et qui m'était sorti de la tête. En fait, souvent une grosse restriction qui va faire qu'on va pas accepter un article en dehors du fait qu'il serait tout simplement mal écrit, c'est qu'en fait, il a des conséquences telles pour l'univers global des backrooms qu'on peut pas expliquer l'existence, par exemple, des fois, ça peut être un niveau ou d'une entité au sein des backrooms parce que ça impliquerait finalement des changements trop importants sur l'ensemble de l'univers lui-même. Cela dit, comme on l'a dit aussi avant, il y a une certaine marge de tolérance parce qu'en fait, tout le monde n'a pas considéré canon l'intégralité des niveaux. Donc en fait, c'est un peu toujours un entre-deux entre personne n'est obligé de considérer mon article comme canon et je dois pas non plus écrire quelque chose qui déséquilibre totalement l'univers. Mais pour répondre plus littéralement à l'exemple, si quelqu'un veut introduire l'œuvre de quelqu'un d'autre dans son œuvre, déjà premièrement il doit l'avoir bien lu pour être sûr de pas faire des petites erreurs un peu d'inattention. S'il a des questions par rapport à l'histoire de l'autre article, il peut directement aller contacter l'auteur et normalement il fera dans la partie auteur un crédit en fait, ce qui se passe dans le site, c'est que quand on fait un article et qu'on incorpore un autre article, on peut appuyer directement sur le texte, par exemple, oui, ça va vers le niveau nananer. Vous appuyez sur le niveau et en fait, il y a l'article de l'autre personne qui arrive. Des hyperliens, en fait. Oui, ouais. Des hyperliens. Tu peux finir ? Non, c'est bon, je finis.
Ouais, et en fait, de façon générale, le tout repose sur de la communication, mais savoir ce que les gens veulent qu'on fasse de leur travail, mais il n'y a pas non plus d'obligation. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit pour un certain concours, j'ai écrit un article qui est un scénario un peu de fin du monde où après cette histoire-là, aucun narratif ne peut continuer. Mais je sais très bien que cette histoire, elle est canon pour personne. Mais justement, là, le thème du concours, c'était d'écrire des scénarios. Le thème, c'était What If, et c'était écrire des scénarios un peu en dehors du canon global. Mais là, du coup, ça fait que même si ce concours est fini, l'article est toujours sur le site. Et il est canon pour personne, même pour moi, dans mes histoires, cet article n'est pas canon, mais ça permet quand même d'explorer certains thèmes et de voir certains scénarios. Et ça, on va avoir de ce truc-là de façon plus globale et plus importante, où pour certaines personnes, certains des niveaux n'existent pas, parce que ils sont trop dangereux, ou trop durs, ou mal écrits, etc. Alors, vous l'avez, encore une fois, je crois que c'est Monsieur Frost qui l'a abordé, donc merci encore de me faire les transitions. De rien. Par contre, tu m'as tendu un peu la perche. Je suis assez curieux de ton what if fin du monde. Si d'ailleurs ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et puis je vous le présenterai, voir qu'est-ce qu'il a raconté comme histoire autour de ça. C'est bon. Vous avez abordé, on l'a abordé plusieurs fois, le fait que les backrooms c'est international, mais admettons. Donc là, dans le cadre du monde français, c'est assez simple de se contacter, mais avec l'international, admettons, j'ai trouvé une backroom à l'international trop bien, j'ai envie de faire une suite en France, etc. Et vous vous organisez comment avec l'international pour, surtout quand il y a beaucoup de langues qui sont parlées, pour justement ne pas détruire vos univers, etc. Vas-y, Ross. Le tout, en fait, c'est d'échanger avec les autres et de communiquer. Nous, on a, particulièrement nous, la branche française, on a un lien assez fort avec la branche anglaise, qui vient de par ma position. De base, j'étais un utilisateur de la branche anglaise et j'ai créé la branche française, et je nous ai assez rapidement inscrit dans une dynamique de communication et de partage avec eux. Là où il y a beaucoup d'autres branches en fait qui sont des personnes qu'on ne connaissait pas du tout dans la communauté, qui avaient créé une communauté dans leur coin et qui nous ont demandé pour une communauté d'une certaine langue, et qui sont venus voir la communauté anglaise pour leur demander de faire partie du réseau. Ce qui fait que encore une fois, en fait, ce genre de cas, c'est de la communication, c'est échanger, c'est galérer avec des traducteurs automatiques pour essayer de se comprendre. Et voilà quoi, c'est de l'échange à l'international et avec tout le monde. Dans la suite, est-ce que vous avez parfois vous avez parfois des auteurs anglais qui vous lisent et qui vous font des retours, ou même qui vous citent On a une section internationale dans notre serveur, et il y a beaucoup d'anglais qui sont amis avec la majorité de la communauté. Et en fait, tout simplement, c'est qu'ils viennent, ils parlent, et étant donné que notre communauté a un assez bon niveau en anglais, on se comprend. Et par exemple, imaginons si quelqu'un a besoin de contacter un auteur anglais, ce qui m'est déjà arrivé, je vais aller demander à quelqu'un qui sait très bien parler anglais s'il connaît l'auteur, s'il peut aller lui parler, s'il peut aller lui poser la question, si je suis vraiment nul. Et au pire, j'utilise DeepL ou Google Trad et je vais le voir. Et en général, ils sont vraiment pas méchants. Et c'est aussi arrivé l'inverse, où en fait, c'est des Anglais qui viennent ici pour traduire des œuvres françaises. Et par exemple, j'en avais un qui était venu directement me contacter en DM pour essayer de traduire mon entité. Et en général, il suffit juste de galérer avec Google Traduction, et puis voilà. Mais de façon générale, de façon plus précise, au niveau des articles qui sont écrits, on a pour l'instant assez peu de liens entre les articles anglais et français, mais ça tend à évoluer pour qu'il y en ait de plus en plus. Surtout que là, on a différents personnages de notre branche qui sont vachement aimés par les Anglais. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'essaye d'insister dessus, de faire des liens, parce qu'en fait, un truc que j'ai pas trop aimé quand je suis allé lire SCP, c'est que SCP FR est vraiment sa bulle dans son coin.
avec ses trucs, ses personnages, son univers, et j'ai vu assez peu de liens entre les deux. Bon, ça c'était il y a 10 ans à l'époque où je le lisais. Donc je sais pas si ça a évolué depuis. Ben, on leur demandera. En tout cas, là, maintenant, en créant cette branche, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu éviter, où on a la chance, comparé à SCP, d'avoir des articles qui sont bien plus liés les uns aux autres, parce que quand on a des niveaux, on a une sortie et des entrées qui vont mener vers d'autres articles. Et du coup, on a vraiment l'opportunité d'avoir une communauté qui est bien plus internationale et entreliée. En fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas laisser tomber, quoi. Là où il y a des liens qui peuvent se faire aussi, c'est que souvent les auteurs sont aussi des traducteurs. Donc généralement, par exemple, ce qui va se passer, c'est que souvent un traducteur en fait va se mettre dans une démarche où il va traduire la majorité du travail d'un auteur anglais, et à partir de ce moment-là, on va avoir des cas où la personne va acquérir une certaine familiarité avec son travail et aussi vouloir en faire une extension en français finalement. Alors, moi je vais vous poser une question, on l'a légèrement abordé donc rapidement. Est-ce qu'il y a des tabous, des motifs, des sujets sur lesquels vous bloquez peut-être, c'est-à-dire par exemple, j'ai moi-même un peu d'expérience dans l'écriture, je sais qu'il y a des auteurs des groupes d'auteurs qui sont très mal à l'aise avec certains sujets. Est-ce que vous avez des sujets tabous ou de censure ou ce genre de choses? Oui, totalement. Parlera des troubles psychologiques, parce que je m'y connais pas tant que ça. Mais par exemple, quand je critique, moi, un des trucs que j'aime pas du tout, c'est le gore ou l'horreur sans logique. C'est pas un... Le gore, c'est un tabou. Le gore, c'est un tabou. La violence sans logique, c'est plus un truc qui va pas plaire aux gens, en fait. S'il doit y avoir de la violence, faut qu'elle ait une histoire. Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça transmet, etc. On a eu des problèmes avec certains articles je l'avais mentionné, un où c'était un hôpital, mais il y en avait aussi une où c'était en fait une école maternelle. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, si tu mets du gore, déjà, ça passe dans le tabou, mais en plus ça ne raconte rien. Et je vais éviter de vous raconter de quoi il s'agissait, parce qu'honnêtement c'était vraiment dégueulasse. Et tout simplement, à ce moment-là, parce que c'était l'ancien système, c'était un red light qu'on lui avait mis, où on était en mode non, ça passe pas. Et pour les troubles psychiques, on va expliquer. En fait, de façon générale, il y a on est une communauté qui peut être accessible à partir de 15 ans, et du coup, il faut adapter notre écriture à ça. Donc, on va pas avoir de thèmes qui vont être trop matures, de thèmes qui vont être trop gore. De façon générale, donc ce que Frost voulait dire par rapport aux thèmes psychologiques et ce genre de choses, c'est que quand on écrit quelque chose, c'est pas parce qu'on écrit de la fiction qu'il faut se permettre de mal représenter des sujets ou des personnes. Donc on prend soin assez fort pour que y ait pas quelqu'un qui va écrire qui va mal représenter des maladies mentales ou des handicaps dans leurs articles. C'est quelque chose qui à l'époque, donc en début 2019-2020, où l'écriture était vachement moins contrôlée, c'était quelque chose qui était énormément utilisé. Le fait que tu arrives dans un niveau et que d'un coup ce niveau par magie te donne une maladie mentale, ça c'est le genre de truc qu'on évite. C'est comme à l'époque aussi, il y avait une certaine créature qui était une sorte de zombie, où en fait c'était si jamais ta santé mentale descendait en dessous dans certains seuils, tu devenais ce zombie. Mais du coup ça faisait poser des grosses questions de en fait la santé mentale c'est pas une barre de points de vie, tu peux pas le représenter comme ça. Et tu as des personnes qui vont être tout à fait capables d'interagir avec le monde et capables d'être normales avec leur environnement, bien qu'elles aient une maladie mentale. Donc c'est le genre de choses sur lesquelles on applique le plus de censure en fait, tout simplement pour pas faire des erreurs qui ont déjà été faites dans le passé au niveau de l'écriture, avec de la mauvaise représentation. Pour compléter ce que disait, je pense qu'il y a aussi un parallèle qu'on peut faire
entre notre ligne éditoriale et notre politique de modération. Pour citer un exemple très concret, on est une communauté qui est très inclusive, notamment en ce qui concerne les personnes LGBT. Et du coup, en fait, aussi bien au niveau de l'écriture qu'au niveau de la modération, on va avoir tendance à avoir une politique de tolérance zéro vis-à-vis des personnes qui dégageraient comme ça une vibe d'intolérance ou qui manquerait de respect à ce genre de communauté notamment. Merci beaucoup. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui peut-être ne connaissent pas du tout ce genre de création, on voit que même si il y a une grande liberté, que c'est très organique, il y a quand même un sérieux derrière. Et justement, on va passer justement sur ce sérieux. Est-ce que vous avez des retours, alors cette fois du grand public, mais aussi peut-être de maisons d'édition ou d'autres organismes qui peut-être mèneraient à d'autres nouvelles créations? Parce qu'on sait que je crois que les backrooms ont été adaptés en jeu vidéo. Est-ce que vous voyez petit à petit une évolution dans votre rapport non seulement au public mais aussi aux institutions et ce genre de choses? En fait, ça se fait donc au niveau maison d'édition, etc., ce genre de choses, non, pas du tout. Et même au niveau des personnes qui font des jeux, on a de temps en temps des développeurs qui viennent sur le Discord et qui viennent échanger avec nous. On en a eu un hier ou avant-hier qui justement venait s'intéresser au sujet. Donc on est la semaine du 1er décembre, hein, pour ceux qui veulent savoir. Et c'est toujours, du coup, c'est toujours cool d'échanger avec ces personnes et d'essayer de les aider pour comprendre le lore et comment ils peuvent l'adapter. Parce que si c'est un exercice qui peut être assez compliqué, parce que nous on l'écrit pour que ce soit intéressant comme des histoires lues, et on peut pas adapter ça directement en jeu vidéo parce que c'est complètement en médias différents. Et après, le grand public et Je me permets de te couper. Moi qui a tenté de travailler sur les backrooms, c'est vrai que j'ai un peu cette difficulté où par exemple un niveau 6 dans un jeu vidéo, la description du niveau 6 c'est qu'il est impossible d'avoir une source de lumière. Il fait sombre, t'as pas de source de lumière. Ok, c'est ce que décrit le niveau. Dans un jeu vidéo, faut que ce soit fun à jouer en fait. Et à ce moment-là, si ta lampe torche elle marche plus, si plus rien fonctionne et t'es juste dans le noir, dans une pièce où il fait tout noir, c'est pas intéressant. Je suis désolé, c'est pas intéressant. Et ça fait partie de cette adaptation qu'il faut faire quand on fait un jeu vidéo, où faut voir en fait le degré de ce que tu veux garder par rapport au lore. Donc essayer de trouver un bon équilibre entre fun et lore finalement, pour que ce soit cool en fait. Et le niveau 6 c'est un cas qui est assez intéressant, parce que quand tu veux faire un jeu backroom sur les niveaux principaux, t'es obligé de passer par le niveau 6 en fait. Le niveau 7 aussi il est pas mal compliqué, c'est juste de l'eau, un océan avec un monstre qui te tue, donc faut trouver la sortie dans un océan. Et comment est-ce que tu adaptes ça? Des fois tu réécris parfois le niveau. Je crois que Hunter the Backroom avait décidé d'en faire un égout, pour vous donner une petite idée. Et les entreprises qui vont s'intéresser à ça, on le voit tout simplement parce que les entreprises, ça va leur intéresser dès que quelque chose fait la mode, parce qu'ils peuvent vendre des choses dessus. Donc il y a complètement ce genre de choses qui commencent à arriver. Et il y a 3 mois à peu près, il y a un gars qui a essayé de copyrighter le concept de backroom en général, en disant qu'en 2016 il avait écrit un livre qui a inventé le concept de backroom. Et en fait, ce qui s'est réellement passé, c'est que le gars décrit un univers qui est un peu similaire au nôtre. Le livre avait complètement un sujet différent. Et en voyant que les backrooms ont commencé à expliquer, il a fait changer le titre de son livre et la couverture de la première édition pour faire croire que c'est lui qui avait inventé le sujet. Et aussi, après, j'aimerais revenir sur le grand public et les jeux vidéo, parce que c'est un sujet assez intéressant où normalement
à un moment donné, il y avait plein de jeux SCP aussi qui étaient d'assez bon marché, mais il y en avait beaucoup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la même chose avec les Backrooms, où en fait, on a plein de jeux Backroom où c'est le niveau 0 avec des néons, etc. Vous en verrez à l'appel. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on a eu cette marque où en fait, les Backrooms, c'est le niveau 0, et puis voilà. Et ça fait que, étant donné que la communauté des Backrooms est tellement scindée, que des fois, en fait, on nous confond. Par exemple, il y a le youtubeur Ken Pixel. Je vais l'expliquer assez rapidement. C'est un youtubeur qui fait des vidéos, des footage, donc des montages vidéo un peu à l'ancienne, etc., horrifiques. Et lui, il a son propre univers des backrooms. Le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui viennent, qui testent d'autres jeux, etc., et qui viennent dans notre serveur et qui sont en mode, ici, c'est un serveur où on va parler de l'univers de Ken Pixel, où en fait, c'est un serveur pour un jeu backroom. Et en général, les gens, ils mélangent un peu tout. Et c'est pas de leur faute, parce que la communauté, elle est tellement scindée. Mais donc, ça fait qu'à un moment donné, en fait, on a une image de marque qui ne nous plaît pas tant que ça, et qu'on essaye petit à petit de retirer pour laisser immerger vraiment le côté créatif des backrooms et pas juste le niveau 0, et puis voilà. Tout de suite, nous allons enchaîner sur la partie traduction, une partie très importante car c'est une œuvre collaborative, font et fait interagir beaucoup d'acteurs entre eux, des acteurs qui peuvent à une échelle locale, nationale, voire internationale. J'aurais une petite question pour introduire ce sujet. Comment vous choisissez le niveau des backrooms à traduire ? Est-ce que toutes les histoires sont à traduire ou il y en a d'autres qui sont plus importantes, intéressantes ou même éminemment utiles à traduire tout de suite ? Comment ça fonctionne, ce lien de traduction entre les échelles locales et nationales ? En fait, comme on l'expliquait avant, on a une démarche qui finalement est assez organique. Donc en fait, généralement, ce qui va se passer, c'est que en fonction de ce que la commu, enfin de ce que chaque personne dans la commu juge comme étant un article important, elle va plus ou moins le mettre plus ou moins haut dans sa liste de priorités des traductions. Donc en fait, on en arrive à une situation où assez logiquement, les articles les plus populaires et les plus importants par rapport au lore de la branche anglaise se retrouvent traduits en priorité, tout simplement parce que les gens veulent les traduire. Ok, on parle beaucoup de traduction, mais est-ce que en tant que simple auteur qui s'intéresse aux œuvres collaboratives, je suis par défaut un traducteur ? Est-ce que quand j'arrive, je deviens traducteur ou c'est une tâche que je demande ou qu'on me donne dès le début ? Ah non, c'est à libre, c'est la personne, elle vient si elle veut faire... En fait, si la personne, elle vient, elle va directement dans réservation traduction, donc tout se passe sur le Discord. En fait, elle dit, oui, je veux traduire ça. Voilà, je le réserve, d'ici 3 mois, je le rétraduis. Si la personne, elle est bonne en anglais, elle va traduire, elle va le poster. Les gens qui ont un bon niveau en anglais aussi vont critiquer, vont dire si ça passe bien. Les gens qui ne sont pas bons en anglais peuvent aussi venir lire et dire il y a un manque de sens, il y a un manque de syntaxe ou des trucs comme ça. Mais sinon, quelqu'un qui en a rien à faire de l'anglais, il peut totalement venir et faire que des trucs français. Hein. Ok. L'international, c'est un choix. C'est un choix. Du coup, on n'est pas obligé de se limiter qu'à l'anglais. Je suis français, je veux faire que du français. Et si par exemple je suis locuteur allemand, je peux très bien essayer d'adapter quelque chose en allemand ou même de l'allemand au français. Ça, c'est possible aussi. Ça faut voir avec la branche allemande, mais... Bah oui, c'est possible, complètement. Oui. Okay. On en a pas. Enfin, au début de la branche, on a eu un Russe qui était intéressé et qui a essayé de traduire des articles russes en français. Ouais. Ah, donc il y a... Oui, ok. Peu importe les compétences, tant qu'on sait faire, on peut proposer ses services. Et comme du bénévolat, là, c'est par rapport à la motivation. On donne tout ce qu'on a selon les accords des responsables qui sont derrière nous. Ah oui, totalement. Et après, oui, c'est ça. Après, on a une politique de validation du coup qui est en place pour éviter que n'importe qui puisse poster n'importe quoi sur le serveur. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais en principe, en fait, n'importe qui peut prendre l'initiative de traduire ou d'écrire à peu près ce qu'il veut. Et après, en fait, ça va en fait savoir ce qui va se retrouver au final sur le site. Ça va surtout être une question de politique de validation. Parfait, merci beaucoup pour cette réponse. On peut passer maintenant au volet investissement. C'est un court volet. C'est pour les personnes qui sont restées au bout de cette émission et qui sont très intéressées. Elles veulent rentrer en contact avec vous, elles veulent interagir et écrire des histoires. Quels sont les premiers contacts, les premiers liens qu'elles
puissent utiliser pour pouvoir vous parvenir? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Est-ce que vous avez des sites internet? Des endroits très spécifiques pour communiquer entre vous? Discord. D'accord. On a le site sur lequel on a tous nos articles. Il y a un forum dessus par lequel les gens peuvent passer. D'accord. Mais en général, c'est sur Discord. D'accord. Le forum est là vraiment pour si jamais quelqu'un ne peut pas avoir Discord pour une raison ou une autre. Mais il y a très peu d'activité dessus parce que en fait sur le site qu'on utilise, il n'y a pas de système de notification quand on est sur le forum. Donc on peut complètement louper de nouveaux messages là-dessus. Ok, super. Si je tape lesbackrooms.fr, je trouve toutes vos informations ou il y a des endroits avec des noms particuliers à mettre en avant? En tapant les backrooms FR, on peut trouver directement le wiki, oui. Ok, super. Oui. Je voudrais juste préciser que, juste pour pas qu'il y ait de confusion, du coup, nous, on représente du coup vraiment le site Wikidot. Et après, par exemple, il va forcément y avoir d'autres francophones, notamment des youtubeurs qui vont utiliser le terme backroom, mais ils sont pas nécessairement affiliés à nous. Par exemple, Backroom FR, Archive Backroom FR, l'Aventurier des Backrooms, tout ça. On n'a pas de chaîne YouTube. Ouais, voilà, c'est des gens qui sont en lien et ça peut arriver que on nous confonde. Et eux, en fait, ils ont leur propre Discord. Donc, si vous voulez aller voir une communauté de YouTube Backroom, vous allez les voir. Mais si vous voulez vraiment le Wikidot et la partie écriture, c'est directement sur le wiki où, en fait, dès que vous avez... On mentionnait le boss. Oui, en soi, ouais, faut faire quand même un peu attention. Et c'est vrai que c'est ce que j'allais dire plus ou moins en conclusion. Où c'est bien qu'ils le précisent. Où en fait, par exemple, ils ont une branche FR au fandom. Je le savais pas, mais ils ont une branche FR. Semblerait-il qu'il y a des traductions, ou je sais pas ce que c'est, mais il y a un wiki FR sur le fandom, un truc un peu bizarre. Et il faut pas tomber dessus. En fait, il faut pas le confondre avec le lore du Wikidot ou voir le lore de mes vidéos, parce que peut-être qu'il y en a qui regardent mes vidéos et qui comprennent pas parce que je parle pas de ces articles-là, ou je parle d'articles qui n'existent pas pour eux parce qu'ils ne le retrouvent pas sur ce site-là, et c'est normal. C'est parce qu'il y a plusieurs sites de backroom en fait. Appuyez dans la page directement, il y a le Discord, la FAQ, une FAQ et aussi le lien pour rejoindre le wiki en tant que membre. Super, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On vient de finir le volet investissement qui suivait le volet traduction. Maintenant, on va parler de votre futur pour pouvoir vous contextualiser. Est-ce que vous êtes une jeune œuvre collaborative, quand on a fait la comparaison avec les autres justement au début de l'émission? Par rapport au backroom, est-ce que vous avez un futur? Est-ce que vous savez où vous allez? Peut-être des informations, des actualités, que ce soit long ou proche? Par hasard. Vous tombez bien, honnêtement. Si tu veux leur expliquer. Super, dites-nous. Je vais expliquer de façon. En fait, de façon générale, déjà le futur de la narration et des histoires, ça on peut pas le prévoir parce que ça dépend pas de nous le staff, mais ça dépend vraiment des auteurs individuellement. Par exemple, moi, je pourrais parler pendant des heures des idées que j'ai prévu d'écrire, etc. Mais ce qui est plus intéressant au niveau de la communauté en elle-même. On a donc des projets à moyen terme pour améliorer le site sur plusieurs points. Mais le truc le plus important sur lequel on est en train de discuter en ce moment, ce serait de créer une section internationale sur notre site. Le but, en fait, ce serait de pouvoir avoir des personnes de la communauté française qui pourront créer des articles dans d'autres langues ou directement mettre leur traduction en anglais sur notre site. En fait, ça, c'est parce qu'on est le site anglais a une façon de valider les articles qui est trop lente et qui permet de valider que une poignée d'articles chaque mois, et donc ça bloque énormément de personnes pour pouvoir interagir sur ce côté-là de la communauté. Et nous, on a changé notre système de validation il y a quelques semaines pour permettre quelque chose qui permet de garder un système de qualité assez haut tout en permettant de poster bien plus facilement. Et du coup, on se demande à créer un petit hub international de notre côté pour pouvoir permettre à nos auteurs de publier des trucs en d'autres langues plus facilement, en fait. Et pour le futur aussi, alors c'est dans le passé, mais donc ce dont il a parlé la veille. Le futur dans le passé, Frost. La nouvelle validation, on l'a mis récemment.
En fait, avant, c'était un green light. Donc, il y avait des gens qui s'appelaient les green lighters. Et il y avait des gens qui pouvaient aider ces gens qui critiquent, en fait. Ils critiquent, etc. Et à un moment donné, il y a un green lighter qui va passer, qui va relire tout ça et qui va dire « Oui, ça peut être sur le site. Je mets un point vert, c'est sur le site. » Le problème, c'est que les green lighters, ils ont une vie. Et souvent, il y a dans la partie publication des sandbox, donc c'est comme ça qu'on appelle les articles en attente d'être sur le site. Et il y en a plein, il y en a beaucoup, et les greenlighters, ils avaient une vie, donc ils pouvaient plus gérer tout ça. Donc on a changé pour la validation à 3 points. Attends, juste je te coupe parce que tu fais trop compliqué en fait. Ouais, c'est vrai. En fait, avant on avait un système de validation centralisé où il y avait certaines personnes nommées qui avaient le pouvoir de décider qu'est-ce qui pouvait aller sur le site. Et ça, on l'a remplacé par un système entièrement communautaire où maintenant n'importe qui peut dire cet article-là, il peut aller sur le site. Et une fois que 3 personnes ont validé que cet article pouvait aller sur le site, l'auteur aura le droit de le publier. Et après, quand c'est sur le site, on a un système on peut mettre une note, donc en +1 ou en -1, et les articles qui tombent en dessous d'une certaine valeur sont supprimés du site. Donc on est passé d'un système centralisé à un système entièrement communautaire. Et aussi les personnes qui peuvent dire oui, ça peut aller sur le site, ça peut être n'importe qui. Mais ils doivent donner une critique plus ou moins développée, mais tout le monde peut le faire. Voilà, tout simplement. Messieurs, merci beaucoup, Top Fun, Frostweek, merci beaucoup d'avoir été présents lors de cette émission spéciale Backroom et cette première émission sur l'écriture collaborative. Nous sommes très heureux de vous avoir reçus aujourd'hui. Et en conclusion de cette émission, nous vous invitons vivement à vous renseigner auprès des Backrooms et peut-être vous joindre à ce projet, car on ne le dira jamais assez dans Box Culture. Créez, écrivez, peignez, faites ce que vous voulez, mais créez des choses, ça ne peut que vous enrichir. Merci encore d'avoir été présent. Pas de souci. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur Radio Campus Lorraine ou au 99.6 à Nancy, 106.1 à Metz. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, nous l'espérons, pour une autre émission spéciale sur ce triptyque. Merci Jimmy d'avoir animé avec moi cette émission. Je vous en prie, je vous remercie vous trois d'être venus, c'était très intéressant et j'espère suivre vos actualités de façon imminente. Il y aura beaucoup de choses à suivre et j'ai hâte. Et maintenant, nous vous souhaitons une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bon voilà, ce fut Radio Lorraine. Je vais peut-être dire des bêtises. Radio Campus Lorraine. Voilà. Radio Campus Lorraine. Qui avait interviewé du coup la branche FR vis-à-vis de ça. J'ai trouvé ça assez intéressant. C'est marrant. En fait, on voit vraiment que ça parle du côté collaboratif finalement, de comment fonctionne le site et tout ça. Ça se base pas trop sur le lore, mais ça reste. Je veux dire, on a très peu de points lore finalement. Ou à part le niveau 0, on n'a pas parlé d'énormément de niveaux. Et ça reste vachement intéressant quand même, parce que on a très rarement l'occasion de parler de comment fonctionne le site, de comment ça se passe. Alors tous ceux qui sont sur la branche FR savent plus ou moins, mais je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos et qui sont pas sur la branche FR. Et peut-être que vous vous demandez comment ça fonctionne les articles. Et donc cette vidéo vous donne des réponses, vous donne des éléments de réponse. Si vous n'avez pas écouté cette interview par vous-même, écoutez-la. J'ai coupé des passages, donc regardez-la en entier. Peut-être que vous allez trouver des éléments qui vont vous intéresser et que je n'ai pas présenté dans cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt dans les backrooms. Bye.